Les extraordinaires, ce sont des femmes, des hommes, des inconnus anonymes que vous croisez tous les jours dans votre quotidien. Ils ne font pas la couverture des magazines et pourtant, parce qu'on peut tous faire bouger les lignes et changer les mentalités, ensemble pour construire un monde plus humaniste, bienveillant et inclusif, où chacun peut trouver sa place et donner du sens au collectif. Alors, bienvenue dans l'entreprise du 21e siècle. Je m'appelle Loubna Méliane, je suis leader égalité pluralité chez OnePoint. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Muriel Toiti, partenaire éducation, recherche et innovation chez OnePoint. C'est parti. Parce qu'on juge une femme sur sa cuisine, c'est ça ? Vous mériteriez vraiment d'être blanc. J'ai jamais pu saquer les gouines. Je suis bien d'accord avec la grosse. Bienvenue dans ce nouvel épisode où nous explorons le parcours de personnalités qui transforment le monde à leur manière. Aujourd'hui, j'ai l'immense privilège de vous présenter, une fois n'est pas coutume, une collègue, Muriel Toiti. Une femme ordinaire par son humilité, mais extraordinaire par son parcours et son impact. Bien plus qu'une dirigeante accomplie, elle est une visionnaire, une alchimiste qui transforme l'innovation en réalité et les idées en projets concrets. Née en France, Muriel a été nourrie par un brassage culturel riche qui lui a inculqué une ouverture d'esprit et une adaptabilité hors du commun. Son arrivée en Israël marque le début d'une aventure qui va transformer sa vie. Dans ce pays où l'innovation est reine, Muriel se révèle comme une force motrice capable de transcender les barrières culturelles et professionnelles. Son ascension au Technion, l'institut de technologie de référence en Israël, n'est pas le fruit du hasard, mais celui d'une détermination sans faille et d'une passion pour le savoir et l'innovation. Là-bas, elle devient une véritable icône, une ambassadrice de l'excellence israélienne à l'international. Mais au-delà des chiffres et des succès visibles, Muriel se distingue par sa capacité à tisser des liens humains solides, basés sur la confiance, l'amitié et une quête incessante de l'excellence. Malgré son succès, Muriel ne se laisse pas enfermer dans les stéréotypes. Seule femme parmi de nombreux hommes dans ses premières expériences professionnelles, elle ne s'est jamais définie par son genre, mais par sa détermination et sa passion. Pour elle, la confiance en soi transcende les barrières de genre. Aujourd'hui, chez OnePoint, elle poursuit son œuvre de bâtisseuse, dirigeant l'Institut OnePoint avec une énergie et une créativité sans pareil. À la croisée de la technologie et de l'humain, elle fusionne recherche, formation et innovation pour façonner un avenir où l'intelligence collective prend tout son sens. Muriel Toiti n'est pas seulement une leader, elle est une source d'inspiration. Sa capacité à éveiller les consciences, à élever les âmes et à guider ceux qui l'entourent vers leur plein potentiel en fait une figure unique. Bonjour Muriel. Bonjour ma chère Loubna. Alors, comme je le disais à l'instant, tu as grandi à la croisée de deux cultures très riches, la culture française et la culture israélienne. Comment justement ces deux identités ont-elles influencé ta vision du monde et ton parcours ? Merci pour la question. Moi, je considère qu'on est tous des êtres multiples, en fait. Donc, dotés de plusieurs cultures, plusieurs identités. Il se trouve en effet que en 1982, j'avais 14 ans. Mes parents ont décidé, pour les raisons qui sont les leurs, et je précise les leurs et pas la mienne, de partir vivre en Israël. On est donc en 1982. Le pays n'était pas ce qu'il était. C'était pas encore la Startup Nation. C'était un pays pionnier qui se bâtissait. J'avais 14 ans. Je ne savais pas dire ni oui ni non en hébreu. Et j'y ai vécu jusqu'à l'âge de 33 ans, puisque j'y ai vécu 20 années, qui ont été des années éminemment majeures, puisque c'est elles, finalement, qui ont construit mon être, ou en tout cas ce que je devais devenir. Alors justement, tu dis que c'est pas ton choix. Est-ce que tu as ressenti un déchirement en quittant la France et comment justement tu as concilié ce départ avec ce nouvel environnement qui est Israël ? Moi, je fais partie de celles et ceux qui considèrent que dans l'existence, il y a ou l'élan vital ou la mort virtuelle. Et comme je suis quelqu'un qui est, oserais-je dire, envahi par une énergie débordante, et ce depuis ma jeunesse, je pense, je me suis dit que, au-delà de la rupture avec un pays à l'âge de 14 ans qui n'est pas un âge facile, d'un pays que je ne connaissais absolument pas, d'une langue que je ne maîtrisais absolument pas, il fallait que je mette à mon profit tous les moyens, tous les outils pour pouvoir justement me transcender, me dépasser et puis arriver à un objectif, c'est-à-dire essayer en tout cas de m'épanouir dans ce pays qui m'a épanoui pendant 20 années. Et pour répondre plus précisément, oui, une rupture parce que je suis une amoureuse de la France, je l'ai toujours été. Et le fait, à 14 ans, d'être partie finalement de ce pays que j'aime, a été probablement une déchirure, mais une déchirure qui s'est révélée in fine très intéressante dans la construction de mon être, parce que j'ai toujours aussi considéré que pour vivre, il faut parfois
mourir un tout petit peu et que pour vivre, il faut savoir aussi rompre, avoir des effets de rupture finalement, que ce soit à l'échelle personnelle, psychologique, voire psychique. Est-ce qu'il y a des moments d'adaptation qui étaient plus marquants pour toi que d'autres pendant cette période? Deux très marquants, enfin il y en a beaucoup. J'imagine. Disons 2 quand je suis arrivée. C'est 2 décennies, c'est long. Absolument. 2, parce que quand je suis arrivée, je ne maîtrisais pas la langue, je ne savais pas dire ni oui ni non, comme je le disais. Il a fallu, on est arrivé un 27 juillet 1982, 1er septembre, commencer l'école. Donc je suis arrivée au niveau 3e. Et j'avais un bac à faire 3 ou 4 ans après. Et donc, il a fallu effectivement intégrer, comme j'aime le dire, une nouvelle langue, mais aussi un nouveau langage, et qui veut dire, langage dit aussi culture. Et je rappelle au passage que l'hébreu est une langue sémite, donc la calligraphie est complètement différente pour l'écrire, mais également s'écrit de droite à gauche. Ce n'est pas une langue latine, donc il a fallu faire des efforts impressionnant, j'imagine. Impressionnant, incommensurable, je dois dire. Oui, plutôt. Avoir et développer en cela une malléabilité, si le mot existe, du cerveau. C'est-à-dire pouvoir effectivement être extrêmement souple et agile dans son cerveau pour pouvoir, petit 1, apprendre cette langue, l'intégrer et puis surtout passer mon bac, que j'ai réussi pour des raisons que j'ignore encore assez brillamment, alors que je ne connaissais pas et je ne parlais pas la langue avant. Ça, c'est le premier sujet peut-être qui a été éminemment important. Et le deuxième, c'est l'armée, puisque c'est une obligation civique en Israël. Oui, c'est un des rares pays où les femmes comme les hommes doivent passer le service militaire. Exactement, c'est une obligation civique à 18 ans, qui pleuve, qui neige, qui vente, à moins de vous faire décréter fou furieux, eh bien vous êtes obligé de faire l'armée. Chaque Israélien ou Israélienne né avec cette idée-là depuis qu'il est tout petit, qu'un jour il fera l'armée, c'est d'ailleurs une grande fierté parce que c'est un sentiment d'appartenance. Tout à fait. Moi, je ne suis pas née avec cette idée-là, donc quand je suis arrivée, on m'a dit, écoute, dans 4 ans, tu feras l'armée. J'ai fait l'armée et ça a été extraordinairement formateur. J'ai eu la chance d'abord de pouvoir, après mes 3 semaines de classe, de faire une autre session de cours d'officier, qu'on m'a gentiment proposé si je l'acceptais. Ce n'était pas une obligation après mes 3 semaines de classe. Et j'ai fait en effet un cours d'officier pendant 3 mois et j'ai eu un job extraordinaire parce que je maîtrisais 3 langues. L'hébreu, du coup, le français, bien sûr, et l'anglais. Et j'ai été aide-de-camp d'un général de brigade à l'unité de liaison pour les forces étrangères et j'ai eu la chance de travailler avec le Liban et l'Égypte sur des sujets d'accords et de coopération bilatérale. Et ça a été extrêmement formateur, tant dans la rigueur, la discipline, mais aussi dans le leadership. Parce que quand on a 18 ans, qu'on est une fille, qu'on doit manager une quarantaine de jeunes hommes qui ont le même âge, vous êtes obligé de le faire. Et puis, vous avez un objectif, vous êtes très linéaire dans la pensée et vous faites ce que vous avez à faire. Et comme c'était passionnant en plus, donc je dois dire que ces 2 années et demie, au-delà d'être passionnantes, ont été très, très importantes pour moi. Parce ça a été formateur, très formateur dans mon être et puis aussi dans mon humanité. Dans mon humanité pour pouvoir effectivement développer la connaissance de l'autre. Parce que je apprenais à me connaître mieux. Pour comprendre l'autre et l'accepter, il faut s'accepter soi et donc se comprendre soi. Et puis travailler dans une horizontalité humaine, une dimension humaine, une richesse humaine, où vous acceptez l'autre dans sa différence, où vous travaillez avec l'autre dans sa différence et où vous travaillez surtout cette dimension humaine très importante qui est cette intelligence collective et donc collaborative. Et c'était passionnant. Alors justement, revenons sur tes premiers pas dans le monde professionnel. Quelles ont été pour toi les expériences déterminantes qui t'ont marqué au début de ta carrière? Donc là, tu parlais de ces 3 mois en tant qu'officier. Et qu'est-ce qui se passe après derrière pour toi, justement? Alors j'ai fait l'armée de 2 ans et demi, donc de 18 ans à 21 ans. Et à 21 ans, après évidemment être revenu chez mes grands-parents à Paris parce que je le faisais chaque année, et à chaque fois, je revenais en pleurs parce que... tu voulais rester en France. Exactement, mais ça, c'est encore autre chose. J'ai commencé mes études à l'Université de Tel Aviv, où j'ai fait un master en sciences politiques, sur la géopolitique
internationales, notamment au Moyen-Orient. Et j'ai enseigné à l'université de Tel Aviv pendant 1 an en tant que maître assistant, et ça m'a absolument pas plu. Non pas que la transmission du savoir. Oui, parce que tu es plutôt... tu as bien raison. Quelqu'un qui aime transmettre. Je ne sais que ça, d'ailleurs, transmettre le savoir, la connaissance, essayer effectivement de faire en sorte que les uns et les autres montent, s'élèvent vers le haut, par l'éducation, le savoir, la connaissance, mais je sentais qu'il me manquait quelque chose. Et ce qui me manquait était probablement ma dynamique entreprenante, de bâtisseuse, de pionnière, de devoir développer, avoir cette envie, ce désir de développer quelque chose. Et c'est comme ça que je suis rentrée à l'âge de 25 ans dans une aventure entrepreneuriale, dans une start-up qui s'appelait Business Layers, qui développait un software d'e-provisioning qui faisait la promotion en fait des données dans un système d'information de façon extrêmement rapide. Et cette start-up a été créée avec des ingénieurs du Technion, on y reviendra, il n'y a pas de hasard dans la vie, jamais. Que de la synchronicité. Et cette start-up, quelques années après, j'ai souhaité la délocaliser, c'est-à-dire qu'on a laissé le R&D en Israël, mais on a mis une deuxième antenne du R&D, c'est-à-dire la recherche et du développement dans New Jersey aux US, et j'ai mis le marketing communication à Paris, ce qui m'a fait revenir en France en 2001 avec la start-up, et on a été racheté 3 ans après par des Américains. Et donc la boîte est aujourd'hui américaine et continue son expansion. Qu'est-ce que tu retiens justement de cette première expérience professionnelle, et plus qu'une expérience professionnelle, cette expérience entrepreneuriale? Alors d'abord évidemment entreprendre, et ça c'est la raison d'être en Israël, parce que je rappelle au passage qu'en Israël c'est un petit pays qui n'a aucune ressource naturelle et que le seul pétrole, oserais-je dire, est l'innovation et la création de valeur par la recherche et le développement. Et le Technion en est une merveilleuse illustration. Et cette capacité de rien du tout, finalement, de rien du tout, bâtir un empire, a toujours été mon dada. Et puis, il y a cette dimension humaine, au-delà de l'excellence, des experts, des scientifiques, des chercheurs qui étaient à mes côtés sur un sujet qu'on savait extrêmement important, donc valoriser pour faire du transfert de technologie. Il y avait la dimension humaine, parce que je dirais, et on le retrouve d'ailleurs, on y reviendra chez OnePoint, cette dimension horizontalisée, cette hybridation des compétences et des expertises et des typologies de profils qui fait que tout cela assemblé fait des étincelles, fait une puissance absolument incroyable, et c'est ça que je retiens absolument. Je l'ai aussi vécu à l'armée d'ailleurs, parce que l'armée c'est aussi un écosystème éminemment vertueux et horizontalisé, qui fait que la puissance de la différence fait l'étincelle de la réussite et de l'excellence. Et ça, c'est vraiment ce qui anime mon être au quotidien. C'est ce que j'ai fait avec Business Layer, c'est ce que j'ai continué à faire avec le Technion ensuite. Merci pour cette parfaite transition. Justement, le Technion représente une étape cruciale dans ta carrière, comme tu viens de le rappeler. Qu'est-ce qui t'a, dans un premier temps, motivé justement à rejoindre cette institution, et surtout, qu'est-ce que tu y as appris ? En fait, c'est l'institution qui m'a rejoint et qui est venue à moi, puisque j'étais donc en France, on avait vendu Business Layers, et par le pur du hasard qui n'existe pas, je rappelle la synchronicité à laquelle je suis très attachée, je rencontre le vice-président des relations internationales du Technion, qui s'appelait Peretz Lavie, le professeur Peretz Lavie que j'adore, et à une conférence qu'il donnait sur une thématique du sommeil. Bon, j'étais probablement la seule israélienne, parce que je rappelle que je suis franco-israélienne, donc la seule qui parlait hébreu dans l'Assemblée. Je suis venue le voir à la fin, je lui dis voilà, je me présente, je lui raconte mon histoire, on échange nos cartes. 2 jours après, il me rappelle, il me dit j'ai une idée brillante. Et je lui dis laquelle, et il me dit je veux implémenter en France et en Europe la représentation du Technion, qu'en penses-tu ? Au début, j'ai pas dit oui tout de suite, parce que pour moi, je repartais dans une aventure start-up. J'ai pas dit oui tout de suite, et je lui ai dit si tu souhaites faire du mécénat et du fundraising bête et méchant, je suis ni ton homme ni ta femme. En revanche, si tu souhaites faire du Technion, le fer de lance de l'innovation à l'échelle mondiale, le MIT du Moyen-Orient, créer de la valeur avec l'écosystème français qui soit industriel, niveau CAC 40, institutionnel, politique, académique et recherche, là je suis ton homme et ta femme, donc j'accepte. Et il me dit, tu feras ce que tu veux. Et en 17 années, Lumna, ça a été une aventure absolument
Oui, à chaque fois quand tu en parles, tu as les yeux qui pétillent. Alors, vous ne la voyez pas, mais elle a les yeux qui brillent, le sourire. Parce que c'était de rien. J'ai commencé avec rien. D'abord, je rappelle au passage que quand je suis revenue en 2001, je ne parlais pas le français que je parle aujourd'hui. J'avais un petit accent israélien et je n'avais aucun réseau. Et le fait d'être cette bâtisseuse... Et tu as quel âge à cette époque? Tu es toute jeune encore? 34 ans. Oui, tu es encore toute jeune. Et j'ai, comme une petite souris, eh bien, j'ai déplacé des montagnes, parce que j'adore déplacer les montagnes. Plus c'est impossible, plus je rends possible l'impossible. Et j'ai développé, avec beaucoup de pédagogie, beaucoup d'éducation autour de l'écosystème israélien, beaucoup de démystification, de dédramatisation sur le contexte géopolitique, en mettant en exergue une chose, l'excellence de l'écosystème israélien avec le Technion et la valeur ajoutée que ça pouvait apporter à l'écosystème français. Et j'ai matérialisé des partenariats hautement stratégiques avec les grands groupes français. Pourquoi ? Parce que le Technion est pluridisciplinaire, donc il couvre tous les champs les plus pointus de la recherche scientifique et du développement. Donc j'avais une cour de récréation énorme pour aller taper à la porte des présidents de tous les grands groupes industriels en France, mais également l'écosystème académique, toutes les universités, écoles. Il n'y en a pas une qui m'a échappé. Je crois que la terre entière me connaît en France comme l'égérie du Technion, institutionnel et politique, parce qu'il me semblait effectivement très important aussi de bâtir des ponts à défaut de construire des murs. Et je n'ai eu inlassablement comme obsession, comme profession de foi, que de bâtir des ponts pour essayer d'unir, de réunir, de concilier, de réconcilier les âmes dans leurs différences pour créer de la valeur pour le bien commun, pour les enjeux de notre société, mais également pour les enjeux du marché. Et in fine, en créant ces partenariats, je rendais service à la France et je rendais service au Technion. Alors justement, quelle est la réalisation dont tu es la plus fière au Technion, et surtout en quoi cette expérience, elle a préparé le terrain pour le futur? En 17 ans, il y a eu tellement de réalisations, j'imagine ça doit être compliqué. Je ne pourrais même pas te donner une réalisation, tellement chaque réalisation est unique, singulière et exceptionnelle. Ça a fait élever les âmes, en fait. Ça a fait énormément d'éducation et de pédagogie, oserais-je dire, dans une dimension presque spirituelle, dans ce rapprochement entre les deux rives de la Méditerranée. Et je pense fondamentalement qu'au-delà des coopérations bilatérales à forte valeur ajoutée, je crois que sur ce quoi je suis le plus fier, c'est d'avoir réuni les âmes, d'avoir cassé les biais, les stéréotypes, les idées reçues sur Israël ou sur la France pour les Israéliens, d'avoir fait réunir ces âmes, et j'aime beaucoup dire ces âmes, parce qu'il s'agit bien de ça, pour disrupter finalement des partenariats scientifiques et de recherche et développement, et surtout faire aimer la science, faire aimer la recherche israélienne, et faire comprendre aussi aux Israéliens qui sont très américains orientés, que la France est un écosystème absolument merveilleux où on fait de l'excellente recherche fondamentale mais aussi appliquée, et que cette dynamique commune ne pourrait encore une fois faire que des étincelles, et ça a fait beaucoup d'étincelles. Donc chaque jour, chaque minute, chaque année a été important. Les portes étaient fermées, je passais par les fenêtres. J'avais une passion en moi qui coulait dans mes veines, parce que je savais que je portais en moi une forme de vérité. Antoine avait cette conviction très forte. En toute humilité, une vérité dans le rapprochement de ces deux cultures. Et ça, c'est probablement ce qui m'a fait le plus prendre du plaisir, parce que je dis toujours que dans la vie, il faut prendre du plaisir. Il faut prendre du plaisir, et que mon professionnel, puisque ma vie professionnelle a été et est toujours d'ailleurs une grande partie de mon existence, et c'est pour ça que j'ai toujours investi dans mon registre professionnel toute mon humanité, ma spiritualité. Et j'ai toujours dit, et j'ai eu cette chance inouïe depuis le début de ma carrière, que chaque étape professionnelle dans lesquelles je suis passée sont des professions de foi. Alors, justement, tu as évolué souvent dans des environnements qui sont masculins.
Permets-moi de te poser cette question. Tu connais mon engagement sur la question du Évidemment. leadership et de l'égalité, qui est le tien aussi. Comment justement on arrive à naviguer dans ces contextes tout en affirmant son identité et son leadership? Est-ce que tu as rencontré des difficultés ou pour toi c'était pas un sujet C'était absolument pas un sujet. Ouais, Tu je l'as sais. très bien dit dans ton introduction. Je me suis jamais considérée, que ce soit dans toutes les activités professionnelles que j'ai pu avoir, et je continue, en tant que femme, le genre n'a jamais été pour moi un sujet, même si je suis éminemment féminine. Oui, complètement. Et tu sais le débat qu'on a toutes les Oui. deux, pas féministe, mais féminine, ce qui revient finalement Oui. un peu à la même chose, mais on a On converge, on Muriel. a un champ sémantique toutes les deux divergent, mais on se réunit sur énormément de valeurs communes. Quand on a vécu dans un pays comme Israël, où rien n'est acquis, rien n'est dû, où tu dois te lever chaque matin, tu ne sais pas si tu vas te coucher le soir, Ouais. dans la métaphore bien évidemment, parce que tu es dans une forme d'hostilité latente, le seul risque que tu as dans la vie, c'est mourir. Et donc tous les risques sont bons à prendre, que tu sois homme ou femme. Et j'ai pris tous les risques, en tout cas à mon niveau, j'ai pris beaucoup de risques dans mon existence, et je ne me suis jamais posé la question, est-ce que je les prends parce que en tant que femme ou en tant qu'individu. J'ai toujours considéré d'abord que j'étais un humain, un Oui. individu, une personnalité. J'ai beaucoup évolué dans un monde masculin, tu l'as dit, que ce soit professionnel et même à l'armée. L'armée est un excellent terrain de jeu aussi pour sortir finalement Oui, du genre oui, complètement, et travailler complètement. que ton humanité, ton excellence. Puisque vous êtes au même niveau d'égalité, que Exactement. ce soit les hommes ou les femmes. Exactement. Vous avez les mêmes responsabilités, les mêmes engagements. Exactement. Et donc, ce n'était pas un sujet. Arrivé en France, j'ai toujours continué, que ce soit avec Business Layers et pendant mes 17 années au Technion et depuis surtout pendant ces 17 années au Technion, avec beaucoup, effectivement, de personnalités masculines, ça n'a jamais été un sujet pour moi. Peut-être l'était-ce pour eux. Mais je vais te dire, très franchement... ça te passait au-dessus de la tête. Ça me passait complètement au-dessus de la tête. Peut-être a-t-il été dit des choses. Je n'en faisais absolument pas un sujet. C'est-à-dire que je traçais ma route. Oui, ça n'a jamais été un frein dans ton parcours professionnel, dans tes Je traçais ma engagements. route, je savais où je voulais aller et je n'ai jamais divergé. Et si un conseil... Oui, c'était est la suite de donné, ma question. Merci beaucoup. c'est s'approprier sa propre confiance en soi et Ouais. d'être son propre rôle modèle. On en a souvent discuté toutes les deux. S'aimer est un parcours initiatique, est un chemin initiatique d'une vie. On arrive au dernier souffle, à son dernier cri. Est-ce qu'on s'est parfaitement aimé? Je ne sais pas. Mais le fait d'évoluer dans l'amour de soi au fil de l'eau fait que tu te consolides à l'intérieur de toi-même. Plus tu le fais tôt dans cette conscientisation, mieux tu te portes. Et moi, je pense que pour essayer en tant que femme de se révéler, de se positionner, de se revendiquer dans sa propre légitimité d'être en tant qu'humain, puis en tant que femme, il faut s'aimer et s'approprier à tout prix et travailler, même si ça fait mal, sa confiance en soi. S'aimer soi, avoir confiance en soi, se faire mal pour arriver à cela. Rien n'est gratuit dans la vie. Non, jamais. Rien n'est dû. On sait très bien que pour monter dans ce parcours initiatique, il faut parfois traverser des effets de rupture, des prises de conscience et donc se faire mal. Ne pas avoir peur d'avoir mal et de conscientiser le fait qu'on doit arriver à ce but de s'aimer comme on le peut, d'avoir cette confiance en soi et de traverser finalement tous les chemins sinueux de la vie, mais aussi tous les chemins les plus beaux de la vie. Et donc s'aimer, être son propre rôle modèle et oser être ce que vous devez devenir. Voilà. Merci pour ce beau message universel. Alors, justement, après ce beau succès au Technion, excuse-moi, qu'est-ce qui t'a poussé à venir rejoindre OnePoint, justement? Parce que ça se passait très bien, t'avais un beau rayonnement, tu menais des projets qui t'enthousiasmaient. Comment tu débarques à OnePoint? Qu'est-ce qui se passe? C'est encore une fois pareil qu'avec le Technion, c'est OnePoint qui est venu à moi. Mais ce qui est incroyable avec OnePoint, c'est que d'abord c'est ma famille et j'ai rejoint une autre famille et que David Layani, l'excellent président fondateur, entrepreneur, visionnaire, et je n'aurai jamais assez de mots pour dire l'affection que je lui porte, je le connaissais bien avant
rejoindre OnePoint et en mai 2019, il me propose spontanément, lors d'une discussion, de le rejoindre. Évidemment, tu connais mon attachement au Technion et mon écosystème, mon réseau. J'étais une égérie du Technion. C'était un peu compliqué de se dire je bascule. Oui, c'est courageux même. Tant par rapport à mon réseau, tant par rapport à l'image de marque du Technion. Puis ta position. En France, et puis ma position. Et puis, comme j'aime prendre des risques extrêmement mesurés et comme j'aime OnePoint et que j'ai une admiration sans limite pour son président fondateur et une confiance sans limite pour cette belle âme, et je le dis à haute intelligible voix, je l'ai suivi, je lui ai dit oui. Je lui ai dit oui, comme une profession de foi aussi. Et j'ai eu cette chance inouïe d'arriver 1 mois et demi avant la Covid chez OnePoint, comme quoi toujours, je le répète, pas de hasard que de la synchronicité. La Covid a été un formidable accélérateur d'intégration. Et si c'était à refaire, je le referais encore une fois. Et j'ai été accueillie à la maison par des personnalités rares qui n'existent nulle part ailleurs. Parce que OnePoint, c'est un peu comme tous les écosystèmes que j'ai fréquentés avant, autour du Technion, des business layers, et j'en passe, c'est-à-dire cet écosystème, encore une fois, horizontalisé de bienveillance, de gentillesse, d'empathie, d'excellence, d'hybridation, de trans, de multidisciplinarité, qui fait qu'ici, il y a la puissance de la vie, la puissance de l'excellence pour nous, pour nos clients. Et c'est un merveilleux... Et je le dis en toute sincérité, authenticité, et j'ai amené chez OnePoint un peu du Technion, puisque, évidemment, comme tu le sais, au-delà de m'occuper de l'éducation, de la recherche pour de l'innovation, eh bien, j'ai accéléré d'abord à mon arrivée l'école OnePoint avec une équipe de chic et de choc. Et j'ai ensuite initié l'Institut chez OnePoint, qui est notre entité transverse du groupe, qui structure nos activités de recherche et de développement pour de la valeur et de l'innovation, pour générer de la croissance. Tu peux nous en dire un peu plus justement sur cette initiative phare qui est l'Institut OnePoint, sur ses missions, ses objectifs. Comme il n'existe aucune maison comme OnePoint dans le paysage des ESN ou des cabinets conseils ou de technologie, on est unique. Seul OnePoint pouvait intégrer une initiative comme celle-ci. L'Institut qui vient finalement, de par le fait de travailler la recherche et du développement, par le recrutement de chercheurs, mais par la mise en forme de laboratoires communs, de travaux de recherche collaboratifs, parce que chez OnePoint, on aime la recherche et on fait de la recherche d'excellence sans compromis. L'idée était d'abord de travailler la valorisation et le transfert technologique et d'enrichir le modèle, si je puis dire, économique de OnePoint, du TJM à la valeur. C'est quelque chose qui va prendre du temps. L'Institut date de 3 ans, on a fait des choses incroyables et on est aujourd'hui connu et reconnu dans notre écosystème, non pas parce qu'on doit nous reconnaître pour du marketing. On a horreur de ça chez OnePoint. Non, on est sur des projets factuels, concrets. Pour nos projets factuels, pour le fonds qu'on délivre, par l'excellence du contenu qu'on y associe. Et l'initiative est d'enrichir ce modèle à un modèle valeur pour que OnePoint soit en capacité, à terme, à moyen terme, eh bien, de développer pour lui-même et pas lui-même des objets de valeur, des solutions technologiques marché pour pouvoir les vendre en B2C ou même les vendre en mission parce qu'on aura développé pour nous-mêmes et par nous-mêmes des solutions technologiques, que ce soit par nos experts, que ce soit par nos chercheurs ou que ce soit avec nos amis de l'écosystème académique français. J'en veux pour preuve les différents laboratoires que nous avons, je pourrais citer Télécom Paris, l'ESSEC, le CEA, qui sont de très très belles signatures. Et donc cette puissance de la recherche fait en sorte de transformer aussi notre maison, d'injecter de la recherche et du développement, qui était déjà d'ailleurs injecté à Bordeaux, dans notre communauté sud-ouest, par un de nos partenaires, par Erwan Le Brenec, qui avait déjà commencé à injecter, mais l'idée de l'Institut, c'était de l'institutionnaliser, c'est le cas de le dire, cette recherche, de lui donner son poids et sa mesure, et de faire en sorte aussi de transformer OnePoint dans son modèle, mais aussi dans sa culture. Au bonheur est de voir aujourd'hui des consultants et des experts dialoguer avec nos chercheurs. Oui, c'est vrai. Et au bonheur est de voir nos chercheurs travailler avec nos experts et nos consultants, parce que je fais partie de celles et ceux qui considèrent qu'il est urgent de rapprocher
le monde de l'entreprise avec le monde de la recherche pour créer cette étincelle de la croissance. Parce que OnePoint, au-delà de la maison exemplaire qu'elle est pour elle-même et pour nos clients, a pour moi aussi un engagement, une responsabilité vis-à-vis de la société et du marché. Tout à fait. Pour être un modèle exemplaire de croissance et d'industrialisation de notre pays. L'ambition, elle est là. Je sais que OnePoint peut relever cette mission et je suis convaincue qu'elle le relèvera. Alors justement, pour terminer cette émission, quels sont tes objectifs pour l'avenir de l'Institut OnePoint ? Est-ce que tu as des nouvelles directions que tu souhaites envisager ? Voilà, j'imagine continuer à innover, à être inspirant, mais c'est quoi tes prochaines échéances ? Chaque jour est un nouveau jour. L'Institut a 3 ans. Au quotidien, avec mon collaborateur Renaud, on y travaille sans relâche. On travaille 2 mondes qui se subodorent, mais qui ne sont pas tout à fait encore dans cette interconnexion. Et on y travaille au quotidien parce que la dimension humaine est tout aussi importante que la dimension autour de la R&D pour de la RDI, c'est-à-dire de l'innovation. Les objectifs, c'est exactement ce que je viens de dire maintenant, monter à l'échelle de l'Institut pour que OnePoint développe de la valeur et puisse être en capacité de la vendre et générer en cela de la croissance pour la maison, mais aussi pour la société et pour le marché. C'est consolider nos acquis et nos actifs, c'est-à-dire nos laboratoires communs. C'est recruter encore plus de chercheurs entreprenants. Et ça, j'y tiens dur comme fer, c'est-à-dire des chercheurs d'excellence qui ont une culture entreprenante, je n'ai pas dit entrepreneuriale, j'ai dit entreprenante, l'audace, l'agilité, la culture des levées de fonds, la capacité de pouvoir raisonner opérationnel et d'avoir, encore une fois, l'audace d'aller chercher les fonds là où ils sont finalement et se détacher peut-être un peu plus des fonds publics pour aller chercher dans les fonds privés là où ils sont. Donc cette dynamique entreprenante, je cherche pour trouver et pour amener sur le marché. Et puis, si je devais m'arrêter à un objectif très court, c'est le 15 octobre prochain, je fais ma pub, la 3e édition de l'événement annuel. En fait, ce n'est pas ma pub que je fais, c'est la pub de OnePoint plutôt. La 3e édition de l'événement annuel de l'Institut OnePoint qui revêt cette année un caractère très particulier puisqu'il est en coopération avec l'ANRT, l'Association nationale de la recherche et de la technologie. Bravo, félicitations. Et où la thématique sera la recherche, le développement et l'innovation, catalyseur de croissance et d'industrialisation pour les PME et les ETI. Nous savons que les PME et les ETI sont les poumons économiques de notre pays. Il faut réinitialiser, rebooter le disque dur et réinjecter de la R&D dans ces entreprises-là pour qu'elles puissent créer de la valeur et être le garant donc de l'industrialisation et de la croissance de notre pays. Qui dit croissance, industrialisation, dit aussi création d'emplois. Et OnePoint en est un modèle exemplaire. Et cette année, lors de cette 3e édition, nous publions pour la première fois, et ça c'est le premier d'une série, un ouvrage de plus de 80 pages, toujours avec la NRT, sur la même thématique, où nous avons sollicité 40 contributeurs de notre écosystème, patrons d'ETI, de PME, chercheurs, institutionnels, politiques. Et cet ouvrage va être un guide opérationnel et politique pour donner les bons conseils, les récits, les témoignages de ceux qui savent faire, de ceux qui font et de ceux qui peut-être auront envie de faire. Et cet ouvrage est le premier d'une série. Il n'existe nulle part ailleurs. Personne n'a écrit. En tout cas, dans le cadre des ESN et des cabinets conseils technologiques, un ouvrage comme celui-ci autour de la recherche et du développement pour l'innovation. Et donc, un événement qui s'annonce formidable, extrêmement porteur d'excellence avec des intervenants au plus haut niveau qui montrent encore une fois que notre maison est une maison d'excellence et j'y suis très fière et je suis très fière d'y contribuer. Donc rendez-vous le 15 octobre Absolument. Chez OnePoint pour cette 3e édition de l'Institut OnePoint. Merci pour cette passion, cette détermination, cette fraîcheur et puis bonne route. Merci ma Chaloumla, merci à toi, j'ai adoré ce moment. Merci. Parce qu'on juge une femme sur sa cuisine, c'est ça? Vous mériteriez vraiment d'être blanc. J'ai jamais pu saquer les Gwyn. Je suis bien d'accord avec la grosse. Viens là, Tarlos. Pas de bras, pas de chocolat. Moi là-bas, je suis pas quelqu'un de foncièrement raciste. Ok, bon boulin.